Donc je vais demander à Lydie Spitalier, à Jean Wilde, à Rodolphe de Beaufort et à Philippe Cloussac de venir me rejoindre ici, puisque nous allons donc poursuivre avec vous à l'occasion de cette première table ronde que l'on a intitulée l'état de l'art. On va donc faire une sorte de point d'étape, d'état des lieux de la situation des innovations technologiques destiné à aller vers encore un peu plus d'intelligence dans nos réseaux. Et comme prévu, on essaiera d'installer un petit échange avec vous dans un second temps. Je vous présente donc nos invités. Rodolphe de Beaufort, qui est ici, qui est directeur du marketing et innovation chez Alstom Grid. Alors avec vous, on est plutôt sur la partie production, transport, stockage, mais pas que. Nous verrons cela avec vous, bien sûr. Madame Spitalier, qui appartient à la direction du programme Linky à ERDF. Linky, donc déjà largement cité ce matin. Il sera bien sûr question avec vous de ces fameux compteurs intelligents. On verra notamment où en est le déploiement, où vous en êtes dans tout cela en France et peut-être aussi dans le Grand Est qui nous intéresse particulièrement ici à Montbéliard. Jean Wilde. Vous êtes responsable des projets pilotes chez Schneider Electric. Alors on zoomera sur Laval compteur avec vous. Voilà, un endroit où il y a beaucoup d'enjeux, où il se passe des choses. Il devra se passer encore beaucoup de choses d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. Philippe Cloussac, qui est président et fondateur de Grid Pocket, spécialisé dans le traitement des données. C'est une société qui a été créée en 2009, vous me dites si je me trompe, et qui est implantée à Sophia Antipolis. Et avec vous, on reviendra peut-être spécifiquement sur la question des données et du data. Merci en tout cas à vous d'être là. Vous êtes confortablement installé, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on va essayer de converser et de bavarder ensemble. Peut-être avec vous, on peut commencer, Rodolphe de Beaufort, donc Alstom Grid. Alors, quel est votre job finalement dans l'ensemble de ce dispositif? Alstom, ce n'est donc pas que de belles turbines que l'on voit à la télévision. Oui, effectivement. Alors, merci déjà de cette invitation. Merci à vous. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Effectivement, parce que nous sommes un des grands industriels de la région et donc on a vraiment la volonté d'accompagner le territoire dans sa transformation et vers la transition énergétique. Et on sent qu'il y a plein de choses à faire. Alors Alstom, on est un acteur historique, fournisseur de technologies pour le monde des réseaux, mais on est également un fabricant de moyens de production, comme vous l'avez mentionné. Et aujourd'hui, ces moyens de production, il y a une vraie révolution qui est en train de se passer, comme ça a été, je ne sais pas où elle est, là, peut-être dans ce sens-là, non, ça marche. Comme ça. Voilà. Là, ça marche. Voilà. Donc il y a pas mal d'enjeux, je ne vais pas les passer parce qu'on les a déjà vus, mais effectivement, historiquement, on est plutôt sur l'amont de la chaîne. On travaille sur des gros systèmes de puissance, on travaille sur les grandes technologies d'équilibrage temps réel des réseaux électriques. C'était historiquement au niveau du transport, avec des systèmes aussi de place de marché qui permettaient finalement de modéliser les transactions financières de ces gens qui produisent, qui vendent, voilà. Et donc l'aspect de modélisation financière est extrêmement important pour construire des business models. Et l'ensemble de ce savoir-faire-là, aujourd'hui, il est en train un petit peu de redescendre la chaîne, je dirais, de valeur du réseau électrique pour aller vers la basse tension, où on voit qu'il y a de plus en plus finalement de grands enjeux qui viennent du monde du transport, qui sont en train de se mettre en place. On l'a vu, alors les boosters sont prêts, hein, comme disait Monsieur Lafaille de la Commission. Donc nous, on est un peu un fabricant de boosters, et on est très content de voir que finalement la réglementation avance très vite, et ça c'est une bonne chose. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses au-delà même du réseau, je dirais, de distribution. Dans les territoires demain, il y a une vraie, et on le verra, il y a un vrai enjeu autour de la donnée. Et naturellement, nous, on gérait des grandes plateformes de gestion de la donnée pour les réseaux de transport, et ce mouvement-là va nous amener à être un fournisseur demain du monde du territoire. Et alors je voulais juste faire un zoom pour compléter, parce qu'on a parlé beaucoup de smart grid, mais finalement on n'a pas parlé de smart énergie. Donc ça, moi je voulais juste modéliser en fait
la disruption en fait, qu'on va avoir. Ça, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. On parle du smart grid, on en est là. Effectivement, c'est en train de partir. La fusée, elle est sur le pas de lancement. Ce qui nous attend sur le territoire intelligent, c'est ce genre de schéma-là, c'est-à-dire de plus en plus de choses sur le territoire, de plus en plus de connexions, de plus en plus d'optimisation entre les énergies, et donc de plus en plus de besoin de trouver la bonne gouvernance, les bons acteurs pour s'optimiser, échanger de la donnée, le faire de manière propre. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour les 10-15 prochaines années. Alors vous diriez quoi de votre tour d'observation? Que tout est en place? Puisque voilà, on parle d'état des lieux actuellement. On partage, je dirais un peu ce qui a été dit par la Commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire que la maturité technologique sur la partie smart grid, donc réseau électrique, aujourd'hui je pense que la technologie commence à être mature, c'est-à-dire que pour nous, le smart grid, ce n'est plus un mot un peu valise qui est très général, mais ce sont 50 offres très précises à destination des opérateurs de réseaux de transport, des opérateurs de réseaux de distribution, des producteurs, des consommateurs. Maintenant, on sait techniquement ce qu'on va pouvoir offrir. Effectivement, on attend que les règles de marché évoluent. Et on a participé à identifier en fait comment on pourrait faire changer ces règles de manière à ce qu'on puisse rendre possible un certain nombre de ces technologies, qu'on puisse les déployer, parce que ces technologies, elles ont des avantages pour les opérateurs de réseaux de transport, des avantages pour les opérateurs de réseaux de distribution, et aujourd'hui, ils ne peuvent pas toujours le mettre en œuvre. Ils sont un peu bloqués, et donc voilà, on fait partie de la filière, et on est tous en attente de pouvoir tester dans la vraie vie ce qu'on a mis en œuvre ces 10 dernières années. Et pour le monde du smart grid, là, effectivement, il y a encore des boosters à fabriquer. Et donc là, on est plus dans une phase où il faut qu'on aille très vite. Alors vous pointez cette marge de progrès où exactement? Aujourd'hui, je pense que dans la ville intelligente, il y a un grand enjeu autour de la donnée. Les systèmes d'information, c'est extrêmement mature. Et donc, on a besoin aujourd'hui, pour structurer l'approche, de mieux comprendre la gouvernance. Et je pense que ça, c'est un des points clés. Et surtout, qu'on voudrait mettre en avant ici, parce qu'on est dans ce forum dédié à l'innovation numérique pour les territoires. Et on a envie de dire aux territoires, travaillons ensemble pour trouver les modèles de gouvernance. Qu'est-ce qu'on veut faire demain ensemble? Et ça va nous permettre de faire évoluer la technologie qui existe dans des solutions qui seront demain des outils pour vous. Bien. Alors, sur ces points, je pense qu'on aura l'occasion de revenir, mais je n'oublie pas la question des données et notamment de la gouvernance. Madame Spitalier, projet Linky. Alors, vous en êtes où, vous, si on veut continuer à filer la métaphore aérospatiale? Vous êtes le compteur, le compteur intelligent, évidemment, c'est une des pièces maîtresses. Alors, ça fait partie des outils qui existent, là, pour le coup. Ça existe, et on a eu une expérimentation, et on va le voir. Et c'est vraiment dans la phase de lancement et de début de généralisation, on va l'expliquer aussi. On peut faire un rapide point sur la genèse Donc la genèse 2006, comme ça a été dit, en fait. On avait déjà des expériences de compteurs communicants, même déjà avant cette date. Et en 2006, on a préparé cette technologie, cette nouvelle technologie, et conçu les compteurs et préparé l'expérimentation sur 300 000 compteurs. 300 000 300 000 compteurs. Je vais y revenir. Okay. Donc on est vraiment là sur la clé de voûte de notre, pas de fusée, mais de notre cathédrale. En tout cas, un dispositif important pour la suite, pour disposer de données, etc. Donc, pourquoi Linky? Si on peut, d'abord, on le voit pour la première fois. On en a parlé beaucoup, mais là, on le voit. Il est où alors? Il était juste. Il est là. D'accord. Assorti à la moquette, comme vous l'avez pu le voir. Très bien. On est cohérent. Donc, pourquoi ce compteur d'abord? Pour apporter et pour faciliter la vie du consommateur. C'est, je pense, l'élément essentiel qu'il faut indiquer, c'est qu'aujourd'hui, on est facturé sur des estimés, on a un index réel tous les 6 mois. Demain, on sera facturé sur une consommation réelle. Donc, pas de besoin de régularisation de facture, une vraie connaissance de ce qu'on a consommé à quel moment. Alors, la deuxième chose, c'est que
plus besoin non plus de rendez-vous pour, lorsque je vais démarrer un contrat, une mise en service. Pas besoin de prendre une demi-journée de RTT pour attendre que quelqu'un vienne, etc. Donc des interventions à distance. Comment peut-être toujours. mais en tout cas, des interventions à distance et en moins de 24 heures, alors qu'avant, on prenait 5 jours pour faire une intervention. Le troisième point, c'est que pour la première fois, et on vient de le dire à ma droite, on a un moyen sur le réseau basse tension de capter, d'avoir des informations et donc de mieux localiser les pannes, dépanner plus vite et faire un diagnostic plus rapide. On peut savoir immédiatement si le compteur est accessible, pourquoi, lequel, où ça se passe sur le réseau. Ça, c'est tout nouveau et c'est un grand progrès. Et enfin, la finalité, c'est d'avoir un accès simple, sécurisé et gratuit à des informations beaucoup plus détaillées que de ce dont on dispose aujourd'hui. Donc ce que va faire ERDF dans ce domaine, c'est mettre un site à disposition, un site internet, sur lequel le consommateur pourra voir sa consommation en heures, en jours, en mois, se comparer à des sites comparables et avoir des alertes en cas de surconsommation. C'est ce qui a été défini donc, dans le projet de loi. Alors ces 300 000 compteurs, ils sont où Alors, actuellement ces 300 000 compteurs, il y en a 200 000 dans la région, enfin, dans l'agglomération lyonnaise, pardon, et 100 000 dans la région autour de Tours, dans l'Indre-et-Loire, en fait. Voilà. Et ils sont posés, ils fonctionnent depuis 2011, et le système fonctionne de manière très satisfaisante. Plutôt en zone urbaine, alors donc, j'imagine. En zone urbaine pour la région lyonnaise, et puis en zone plus rurale dans l'Indre-et-Loire. Et donc là, c'était une des spécificités, c'est de voir dans ces deux types d'habitat comment le système se comportait, etc. Alors, il se comporte comment, du coup? Quels sont on peut faire une sorte de pré-bilan? Alors, aujourd'hui, on arrive à relever 95% des compteurs tous les jours de manière automatisée. Et ensuite, on peut redéclencher des opérations pour avoir les derniers pourcentages restants. Et ça marche tous les jours depuis maintenant plusieurs années. Et ça marche parfaitement bien. 90% des clients interrogés sont pleinement satisfaits. Alors, on est à l'aube, vous allez le confirmer, peut-être d'un déploiement à une échelle plus importante. Alors oui, on va donc, on est en phase de préparation d'industrialisation de ces compteurs, c'est-à-dire qu'on a lancé la fabrication, retenu les 6 constructeurs qui vont fabriquer ces compteurs. Donc il faut vérifier que les usines soient en place, qu'on puisse tester, on met les laboratoires en place, il faut tester les matériels, etc. Et dès décembre 2015, nous déclenchons le déploiement de la première tranche, 3 millions de compteurs qui seront posés à fin 2016. Donc 3 millions de compteurs et on attaque toute la France. On pose dans toute la France en parallèle, donc dans un déploiement équitable pour que toute la France soit servie avec ces compteurs. Donc à partir dans un an, commence ce déploiement. Voilà, dans un an, on commence le déploiement. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on prépare l'ensemble des choses. Pour 3 millions de compteurs par an. 3 millions de compteurs. On peut zoomer sur le Grand Est, sur la région d'ici. Est-ce que vous avez des infos? Alors, le Grand Est, je suis en national, donc j'en ai moins, mais j'aimerais passer, si c'est possible, la main quelques instants à celui qui, Emmanuel, là derrière, qui va peut-être en faire un point beaucoup plus précis que moi. C'était pas prévu, mais je vous donne le micro. Voilà, si vous avez 2-3 chiffres, ça nous est utile pour notre réflexion. Alors, effectivement, c'était pas prévu, mais quelques chiffres pour la Franche-Comté, tout au moins, puisque c'est celle qui nous intéresse le plus comme région ici même. Donc on va attaquer le déploiement en décembre 2015 et puis ce déploiement va s'échelonner jusqu'à la fin 2021. Dans ce laps de temps, pour des raisons pratiques, nous débuterons davantage par des grosses agglomérations de la zone. Alors en l'occurrence, pour ce qui est de RDF, sur le plan local, on couvre à la fois le sud de l'Alsace et toute la Franche-Comté. Et donc les 2 secteurs sur lesquels nous commencerons, c'est Besançon intramuros et Mulhouse intramuros. Bon, pour une raison relativement simple, c'est que techniquement c'est assez compliqué. Il ne s'agit pas simplement de poser des compteurs, il s'agit aussi d'équiper tous les postes de distribution de concentrateurs qui vont permettre de concentrer les données pour pouvoir les remonter ensuite vers des systèmes de gestion de base de données. Une fois que nous aurons attaqué ces 2 agglomérations, on va à partir de ces agglomérations s'étendre. Et pour ce qui est de la région du Pays de Montbéliard, à partir de fin 2017, on commencera à poser les premiers compteurs dans la région et sur l'agglomération.
Merci beaucoup pour cette incise, pour cette parenthèse qui avait donc son utilité. Un mot peut-être la technologie oui. que vous avez, pour laquelle vous avez opté. Ah oui, alors si est-ce que je vais y arriver? avez... Oui. On va aller directement à celui-ci. Voilà. Alors finalement, oui, comment ça marche Linky? C'est la question qu'on n'a pas encore traitée aujourd'hui. Donc, les compteurs posés remplacent les anciens, jusque-là pas de surprise. Ensuite, une communication en utilisant l'infrastructure réseau électrique, donc par courant porteur en ligne, entre le compteur et le concentrateur que l'on installe dans le poste de distribution. Alors, un concentrateur, c'est un petit ordinateur finalement, mais tout à fait spécialisé et extrêmement sécurisé qui crypte les données, qui gère les communications et qui est extrêmement sécurisé. Et puis ensuite, on utilise les réseaux classiques de télécommunications, donc le GPRS pour envoyer les données du concentrateur au système Linky, donc qui lui va dans un sens et bidirectionnel recevoir et envoyer les informations donc entre le compteur et les systèmes d'information autres des fournisseurs, etc. CPL, ça veut dire? Alors, courant porteur en ligne. Ça, et donc, c'est la capacité à coder l'information et, par exemple, remonter les données de relève entre le compteur et le concentrateur. C'est donc un protocole de communication standard. On a peut-être une chose en plus intéressante, c'est qu'on a une architecture qui respecte les standards et qui est interopérable. C'est-à-dire qu'on est en capacité de supporter des matériels de différents constructeurs, qu'ils soient au niveau du compteur ou du concentrateur. Et un dernier point essentiel, c'est que c'est une infrastructure, avant tout, et c'est une infrastructure évolutive. On est en capacité de télécharger les logiciels et donc de faire évoluer ce système en fonction de ce qui évoluera. C'est-à-dire à partir de la même boîte? À partir des mêmes matériels, on peut télécharger les logiciels, et on voit bien que dans tout ce qui est traitement de données, on aura des évolutions dans ce qui va se définir dans les 20 ans. Donc l'infrastructure, elle est posée pour 20 ans. Par contre, les logiciels évolueront pour satisfaire toutes les attentes du marché. Merci. Voilà, bon, il était important de s'arrêter sur ce Linky, puisque c'est quand même un maillon important du dispositif. On pourrait y revenir, bien sûr, plus largement. Je voudrais faire un peu circuler la parole, notamment avec vous, Jean-Ville. On en vient peut-être à l'aval compteur, justement. On progresse un tout petit peu. Vous travaillez pour Schneider Electric à Grenoble, où il se passe décidément beaucoup de choses, si j'entends bien, une sorte de microclimat grenoblois autour de ces questions. Il y a beaucoup dans l'écosystème grenoblois, il y a beaucoup d'innovations, et c'est historique, autour de tout ce qui est électricité. Voilà. Et avec le Smart Grid en particulier, il y a beaucoup d'acteurs grenoblois qui participent à cet écosystème. On peut resituer rapidement votre cœur de métier? Alors Schneider Electric positionne sur la distribution électrique, donc on n'est pas fabricant de production d'énergie électrique. On n'est pas du tout non plus sur la partie charge. On est à l'intermédiaire entre la production et la consommation, sur les réseaux de distribution jusqu'au poste source. Donc on est typiquement sur les réseaux 20 kV et sur les réseaux basse tension. Et y compris l'aval compteur, donc on adresse également dans le cadre du Smart Grid. Donc on est vraiment positionné sur la partie efficacité énergétique et management de l'énergie. Alors, si tu peux me passer le... Merci. Alors par rapport au Smart Grid, donc il y a les innovations qu'on développe correspondent à certaines problématiques qui ont été évoquées déjà ce matin par Olivier Catera. La première, c'est pouvoir permettre l'intégration des énergies renouvelables de manière massive et du véhicule électrique. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça pose des difficultés, et face à ces difficultés, il y a des innovations, donc que ce soit sur le réseau électrique, mais aussi chez le particulier. La deuxième problématique, on cherche à faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pouvoir avoir le même service à la maison ou dans un site tertiaire en consommant moins. Donc là aussi, ça pose des problématiques, et on a certaines innovations qui permettent d'y répondre. On a une problématique de pouvoir réduire le phénomène de pointe, donc en particulier en France, et plus généralement de pouvoir équilibrer la production et la consommation. Donc là, il y a toutes les solutions de demand response, qu'on appelle demand response, qui sont associées, que ce soit dans le résidentiel
dans le tertiaire et aussi dans l'industriel. Et on voit l'apparition de consommateurs, hein, donc de particuliers, par exemple, hein, qui vont consommer et aussi participer à l'équilibrage du réseau. C'est ce qu'on teste, par exemple, dans le programme Greenpeace, qui a été mentionné. Et puis il y a une autre aussi dimension par rapport au smart grid, alors, dont on n'a pas forcément conscience en France, hein, puisqu'on a la chance d'avoir un réseau d'extrêmement bonne qualité, mais qui est une vraie problématique ailleurs, c'est la fiabilité du réseau électrique. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des problématiques nouvelles, alors qui ne sont pas forcément au même niveau de priorité en fonction des régions du monde, et pour lesquelles on a un certain nombre d'innovations qui vont permettre d'y répondre. Alors, si on fait un zoom, hein, sur l'aval compteur, donc là c'est une solution qui a été mise au point, donc qui s'appelle Wiser. C'est une solution dédiée aux particuliers et qui est un ensemble de capteurs et d'actionneurs qui vont être disposés dans la maison et qui vont communiquer entre elles et qui vont permettre de réduire, indépendamment, hein, de tout signal extérieur, qui vont permettre de réduire la consommation d'énergie à la maison grâce à une meilleure gestion des différentes charges, donc eau chaude sanitaire, chauffage électrique, etc. Donc on a constaté 20% d'économie d'énergie sur un panel d'utilisateurs, donc c'est une moyenne. Et donc ça permet, dans un premier temps, donc de répondre à une des problématiques du smart grid qu'on a vu. Ça permet de gérer le confort par zone, donc notion très importante, hein, qu'on voit apparaître par rapport aux enquêtes sociologiques qui sont faites dans le démonstrateur Greenpeace. Et enfin, donc ce système-là est connecté au système d'information de l'agrégateur. On va pouvoir, au travers de ce système-là, à partir d'ordres envoyés par l'agrégateur, pouvoir faire de l'effacement, ou plus généralement d'actionner de la flexibilité. Donc on voit sur le petit graphique en bas, là, on voit un exemple, hein, d'effacement à la maison. Donc en fait, on réduit légèrement la température de consigne et on va pouvoir permettre à l'utilisateur de réduire sa consommation électrique pendant une durée très courte. Et ça va pouvoir permettre au niveau global de passer un phénomène de pointe, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'innovation de ce qui est fait en aval compteur pour le résidentiel. Alors on a le pendant de ce système-là, donc qu'on a mis au point et qu'on teste aussi dans le même démonstrateur qui a été mentionné ce matin, donc pour le building. Alors là, plus globalement, pour le building, donc pour les sites tertiaires, on a plus de charges flexibles à disposition. On a le véhicule électrique, hein, donc on peut gérer la charge de manière intelligente pour éviter, par exemple, de dépasser une puissance souscrite, ou pouvoir répondre aussi à des problématiques d'équilibrage de réseau, comme on l'a vu juste avant dans le résidentiel. On a toute la partie chauffage électrique. On a des systèmes de stockage aussi qu'on met en place et qui permettent de pouvoir aussi répondre à des problématiques, de pouvoir optimiser la consommation déjà à l'intérieur d'un site et de pouvoir répondre à des problématiques d'équilibrage du réseau. Les charges informatiques et puis évidemment donc, tout ce qui est production locale d'énergie décentralisée. Donc voilà, donc ce système-là est aussi relié au système d'information de l'agrégateur, hein, donc dans le cadre de Greenpeace, c'est GDF Suez. D'accord. Et on a un exemple, hein, d'effacement qui est montré à droite. Tout ça, c'était mis au point et corrélé aussi avec de la simulation numérique. Hein. Donc on a un petit exemple de simulation juste en bas sur le slide là, pour montrer ça. D'accord. Alors tout ça est bel et bien. Enfin, j'essaie de progresser sur notre thème qui est de faire un état des lieux par rapport à toutes ces questions-là. Est-ce que vous avez, pas l'impression finalement que ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que ça a été soulevé par quelqu'un, c'est-à-dire que tout ça prend un peu de temps. Est-ce que toutes les opportunités business sont là? Enfin voilà, quelle est la corrélation entre ce qu'on aimerait qu'il advienne de ce dossier et puis la réalité? Alors, globalement, il y a quand même actuellement, en tout cas pour nous, une déception d'un point de vue business. C'est-à-dire que ça ne vient pas assez vite. Ou alors on est trop en avance par rapport aux démonstrateurs, mais le marché qu'on espérait arriver très rapidement n'est pas encore là. Donc on interprète ça en disant qu'on est certainement très en avance dans ces projets pilotes. Ça, c'est la vision optimiste ? C'est la vision optimiste.
Au fond, quels sont... On sent que, notamment en France, que la réglementation évolue. Et heureusement, comme le précisait M. Lafaille, que ces démarches ont été menées en parallèle, plutôt que d'attendre la fin des projets pour envisager de faire évoluer les choses. Donc il y a encore des verrous, des freins. Vous le situez où, vous, le principal verrou? Vous parliez tout à l'heure que vous aviez, je crois, entrepris des études sociologiques. Enfin, vous interrogez les gens. Est-ce que le consommateur, le client, le consommateur, quel que soit son nom, constitue un de ces verrous, un de ces freins ou pas? Alors, on a mené donc une étude sociologique dans le cadre de Greenlist. Il y a une bonne acceptabilité, notamment des effacements de la part des consommateurs. Il y a 5% de dérogation. C'est-à-dire que les consommateurs ont possibilité de déroger, donc de refuser une proposition d'effacement en provenance de l'agrégateur. Donc pour nous, ce n'est pas un verrou, enfin, en tout cas lié à l'expérimentation Greenlist. Non, les verrous, ils vont plutôt se situer, par exemple, sur le modèle d'affaires lié au marché de l'agrégation en France et aux rémunérations qui sont associées. C'est en train d'évoluer. Il y a le NEBEF qui est arrivé. C'est en train d'évoluer, mais c'est pas encore complètement finalisé. D'ailleurs, dans le cadre de Greenlist, il y a encore des travaux qui sont menés autour des modèles d'affaires, et donc l'histoire n'est pas finie. D'accord avec ça? Monsieur de Beaufort, je vous voyais un petit peu non, tout à fait. dodeliner de la tête. Non, tout à fait. Bon. Je m'endors pas. Non, je suis assez. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je voyais acquiescer. Je voulais vous donner l'opportunité de le faire éventuellement. Ouais. Okay. Alors, on avance un peu avec Philippe Gleuzac. Merci à vous d'être là. On vous a pas encore entendu. Donc, pour Grid Pocket, implanté à Sophia Antipolis, comme je le disais tout à l'heure. Votre spécialité, donc du coup, vous, c'est plutôt la collecte, enfin les données. Hein. Oui, notre spécialité, c'est des services à valeur ajoutée autour des données énergétiques. Donc, nous avons compris assez tôt, encore en 2009, quand la société a été créée, que les moteurs ici économiques de Smart Grid, c'est le traitement des données et les applications pratiques qu'on va pouvoir proposer grâce à ces données-là. Et effectivement, les analystes ils confirment qu'on parle d'une vingtaine ou trentaine de milliards de dollars d'investissements cumulés sur 6 ans à venir dans les traitements analytiques des données. Donc ça devient un métier en soi de savoir traiter l'information énergétique. Et notre société a été formée par des spécialistes en web, en statistique et en sociologie pour le faire. Et on voit que ça cristallise un certain nombre pas d'inquiétude, mais enfin de préoccupations. La collecte, les données, la transparence, tout ça, c'est un sujet important. Et effectivement, c'est un sujet très important. Il faut qu'on soit transparent avec des utilisateurs. D'ailleurs, je vais bien en parler tout à l'heure, parce que c'est un point clé. Et dans certains pays, effectivement, le déploiement, par exemple, des compteurs était arrêté temporairement à cause des consommateurs qui avaient du mal à comprendre les bénéfices ou qui avaient peur que ça peut poser des problèmes par rapport à leur privacy. Mais donc, les consommateurs, ce n'est pas juste le seul type de données que nous avons. Et en fait, les données concernent plusieurs choses dans l'énergie. D'abord, les données des utilities ou sociétés énergétiques elles-mêmes. Ils ont besoin de comprendre eux-mêmes mieux leurs activités, comment optimiser leurs activités. Deuxièmement, il y a beaucoup de données qui sont liées à des infrastructures techniques, des réseaux énergétiques. Il y a une grande marge d'optimisation là-bas. Et puis, enfin, les consommateurs pour mieux les informer et les consommateurs pour mieux les comprendre afin de pouvoir mieux les servir. Et là, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, si on regarde ici la courbe de croissance en termes de comment les données sont collectées par le monde de l'énergie, on est en premier étage de la raquette avec les compteurs Linky, avec les infrastructures de compteurs. On commence à accumuler déjà beaucoup d'informations. Mais il y a beaucoup de choses à venir avec les systèmes d'automatisation des réseaux, les gestions des assets, les gestions des ressources humaines à l'intérieur des sociétés énergétiques, et puis enfin les maisons intelligentes et d'autres équipements sophistiqués. Donc il y a beaucoup des applications énergétiques encore à venir. Ça m'inspire une question. Je crois que Grid Pocket
une assise internationale, en tout cas notamment est implantée en Pologne, c'est ça? Est-ce qu'on peut faire un peu de comparaison? Enfin, est-ce que c'est pertinent de comparer ce qui se passe éventuellement de ce point de vue-là entre la France et la Pologne que vous connaissez bien aussi? Oui, bon, déjà, les deux pays sont sur le marché européen, donc on est régulé d'une manière assez similaire. On est en face d'une dérégulation importante. Elle s'est agit d'une manière un peu différente en France. En Pologne, le choix a été de créer artificiellement la concurrence en divisant les fournisseurs d'électricité nationale en plusieurs entités territoriales et ensuite les lancer les uns un peu contre l'autre, ce qui rend le marché très dynamique. Et après, bon, on voit à peu près les mêmes problématiques en termes de construction de business case autour des compteurs intelligents. Il y a beaucoup de projets pilotes et d'innovation, des startups qui sont en train de monter. Donc il y a pas mal de similitudes. Et enfin, oui, similitudes, mais lequel des deux est plus en avance que l'autre? C'est difficile à dire? Je pense que c'est difficile à dire. Bon, en France, nous avons un grand avantage qu'on a une capacité à consorter les activités et la stratégie entre plusieurs acteurs. Ce qui fait qu'on avance des fois un peu doucement. Jean Linky prend plusieurs années à se mettre en place. Mais une fois le processus est lancé, on a quelque chose de très solide et rassurant. Et je pense qu'on peut montrer la voie pour d'autres. Et donc là, en Pologne, on a une approche peut-être un peu différente ici, avec des acteurs qui sont moins grandes, qui lancent des initiatives d'une manière un peu plus indépendante, donc c'est un peu plus expérimental. Du coup, on a des initiatives qui sont plus en avance et d'autres qui sont plutôt justement attentistes pour voir comment ça va se dérouler dans les autres pays. Sur cette question des données, donc de la transparence, enfin de la confidentialité aussi de ces données, Madame Spitalier, qu'est-ce que prévoit les compteurs, enfin le projet Linky de ce point de vue? Donc la première des choses, et je l'ai dit, c'est que on est opérateur de données et on est garant de la confidentialité des données et de les publier selon des règles parfaitement établies. Alors la deuxième chose, c'est que elles appartiennent au client, il faut le rappeler, ces données appartiennent au client. Et donc, c'est le client qui décide d'enregistrer la courbe de charge sur le compteur ou de ne pas l'enregistrer, par exemple. Donc, il doit donner son consentement pour que les données soient enregistrées. La troisième chose, ensuite, c'est que l'on crypte toutes ces données dans toute notre chaîne et que, donc, la chose complémentaire, c'est qu'en fait, on fait une historisation sur des durées limitées qui, elles aussi, ont été réglementées. Alors ensuite, on a des services de données qui se mettent en place, alors vis-à-vis des fournisseurs d'électricité, vis-à-vis des territoires, vis-à-vis du client final lui-même. Donc j'ai parlé d'un service Internet qui permettra d'avoir les consommations. Ça, c'est pour le client final. Mais aussi, on voit demain que, d'ailleurs déjà aujourd'hui ça se passe, un client peut mandater un tiers, j'allais dire non autorisé, à consulter les données pour lui donner du conseil en énergie ou que sais-je. Donc ces nouveaux flux de données, cette nouvelle exploitation de données va se développer petit à petit. Pour ce faire, on a construit en interne un système de traitement, ce qu'on a appelé un système de traitement de mesures, qui agrège, enfin qui historise toutes ces données, qui les agrège et qui est en mesure de les publier au bon endroit en fonction des différentes commandes que nous avons. Oui, c'est un sujet sensible, ça, Monsieur Bouzak. C'est un sujet sensible, mais très important parce que, bon, d'un côté, et si vous voulez bien remettre... Voilà. Celui-là? Oui, merci. Voilà. Ce qu'on a pu observer, qu'informer les consommateurs, c'est très avantageux. Que les gens jusqu'à là, ils consommaient sans savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Donc l'information est une clé pour aider les gens à s'améliorer. Et le mieux on les informe, en gros, le mieux c'est. Maintenant, on est arrivé rapidement aussi à la limitation où on s'est rendu compte que si on donne trop d'informations aux gens, ils ont du mal à s'en sortir et finalement ils perdent l'intérêt. Donc l'information, il faut qu'elle soit attractive. Pour qu'elle soit attractive, il faut qu'on arrive... Trop d'informations tue l'information, pour reprendre la formule célèbre. Tout à fait. Et puis, il faut qu'elle soit attractive parce qu'on a tous plein de préoccupations dans notre vie, d'autres que l'énergie, donc on ne peut pas être que concentré sur ça. Du coup, il faut comprendre les consommateurs, il faut l'étudier. Ce qui veut dire qu'au niveau de privacy, il faut aller assez loin pour analyser les comportements des consommateurs.
Et si on commence à analyser les comportements des consommateurs, on a des outils en fait assez intéressants. Un des exemples assez bien connus dans le domaine, c'est la désagrégation d'informations énergétiques. Donc en fait, rien qu'en regardant votre courbe des consommations globales qui sort d'un compteur intelligent, on peut comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Combien de fois vous faites passer la machine à laver, combien de toasts vous faites le matin au petit déjeuner, à quelle heure vous allez vous coucher, etc. Donc ce sont des informations très sensibles et il est important de bien communiquer avec les utilisateurs. Et aujourd'hui, autour de data privacy, on voit qu'il y a de plus en plus de régulations. Pour l'instant, la situation n'est pas encore complètement figée, ce qui veut dire que... C'est-à-dire ? Il n'y a pas de régulation suffisamment bien définie pour que les acteurs puissent savoir comment se comporter. C'est-à-dire que la règle n'est pas suffisamment écrite, enfin, c'est ça que vous voulez dire? Aujourd'hui, on se base sur des régulations européennes des années 90 qui ne prévoyaient pas le déploiement des clouds, qui ne prévoyaient pas la mondialisation des services, qui est là un cas aujourd'hui. En France, CNIL il a fait un certain nombre de directives, de propositions qui sont plus ou moins suivies, mais on a besoin d'une régulation ou des directives qui vont être beaucoup plus claires. Donc là, aujourd'hui, il y a une activité au niveau européen très intense sur une nouvelle directive de protection des données qui va permettre de définir les guidelines pour des acteurs d'énergie, mais pas uniquement. Il s'agit de toutes sortes d'acteurs. Excusez-moi, le mot m'a échappé, c'est le mot il s'agit que vous avez utilisé. Recommandation, d'accord, excusez-moi. Voilà. Recommandation qui va devenir une directive européenne, General Data Protection Regulation, concernant comment les données privées peuvent être stockées et traitées dans les clouds, dans les nuages, par des acteurs et service providers. D'accord. Ok, merci. Sur cette question-là, est-ce que ça fait réagir voilà, on disait que c'était un enjeu important. Monsieur Wild ou Monsieur de Beaufort, allez-y. Pas ensemble, simplement. Non, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que demain, par rapport à la donnée, par rapport à la technologie, tout le monde va avoir un peu son portail d'accès à des données pour pouvoir opérer et bénéficier d'un certain nombre de services, qui qu'ils soient dans la chaîne de valeur de ce grand monde qu'est l'énergie. Ouais. Donc du producteur qui aura effectivement accès à des données, à du traitement de données, jusqu'au consommateur, mais en passant par effectivement les opérateurs de réseau qui auront des nouveaux outils également, et les territoires aussi. Et ce seront parfois les mêmes données. C'est ça qui est intéressant, c'est que la donnée qui provient du compteur Linky, elle pourra être utilisée par le distributeur, elle pourra être utilisée par le consommateur. Le consommateur pourra éventuellement décider de la donner à un tiers pour opérer des services. Peut-être que demain, le territoire va récupérer, donc la sphère publique, va récupérer aussi ces données, mais sous un format anonymisé, pour en tirer aussi parti. Et je pense que la nouveauté aujourd'hui dans le monde du smart grid, et quand on parle justement de smart city, c'est de voir le rôle que va avoir la sphère publique dans ce domaine-là, qui est extrêmement important parce qu'ils sont tout en haut dans la chaîne de valeur, parce que c'est eux qui prennent la décision finalement de l'investissement. Et donc c'est eux qui guident. Il faut savoir que d'ici 2050, il va falloir qu'on renouvelle 85% de notre parc de production. Et donc c'est des investissements absolument colossaux. Et cette décision, c'est une décision politique. Et elle sera supportée par des outils de traitement de la donnée. Mais il faudra que ça soit de la donnée qui provienne de l'ensemble des acteurs de la chaîne. On reviendra peut-être sur cette question des investissements dans un instant. Il faudrait qu'on termine sur cette question des données. Monsieur Wild, comment vous intégrez cette problématique en termes de cybersécurité en fait? Non, c'est exactement le point que je voulais rajouter. Donc la cybersécurité, c'est un nouveau métier chez nous. Et on voit des nouveaux profils là, qui interviennent de plus en plus sur les différents projets innovations liés au smart grid, en particulier donc, sur toute la partie résidentielle à Valcompteur, mais pas que, on adresse aussi le réseau électrique et les microgrids, et la question de la cybersécurité devient extrêmement importante. Juste une anecdote, nous, à la direction donc, stratégie innovation, d'Alstom, mon voisin de bureau, c'est le directeur de la cybersécurité. Donc on travaille main dans la main, c'est-à-dire que innovation et cybersécurité, aujourd'hui,
c'est indissociable. On a tout dit là-dessus pour le moment, d'accord. Alors on progresse. Vous avez utilisé le mot investissement. J'aimerais vous faire rebondir avant de vous donner la parole sur deux mots en fait, sur le mot investissement et sur le mot gouvernance que vous avez utilisé tout au début de cette table ronde. Revenons sur ces deux mots. Ça veut dire investissement, ça veut dire R&D. Et où en est-on là-dessus, hein, on est toujours dans notre démarche d'essayer de faire un état des lieux de ce qui se passe sur la question des smart grids. Donc voilà, sur l'investissement, R&D, est-ce qu'on est bien, voilà, est-ce qu'il se passe des choses, est-ce qu'il faut aller encore plus loin, Monsieur de Beaufort? On a fait une grosse partie, quand on parlait sur les technologies smart grid, il y a eu 10 ans effectivement de gros investissements R&D de la part des acteurs, que ce soit les opérateurs de réseau, que ce soit les industriels, financés parfois en partie avec des fonds nationaux ou européens, hein, il faut le reconnaître. On a fait beaucoup d'investissements en matière de R&D. Donc aujourd'hui, on est sur un certain nombre d'applications technologiques dans une position de dire arrêtons de faire des démonstrateurs technologiques, finalement. Faisons maintenant ce qu'on appelle des déploiements. C'est-à-dire allons déployer cette technologie dans la vraie vie. Et ça permettra peut-être de relancer un deuxième cycle de R&D, mais qui sera plus du D, c'est-à-dire vraiment la finalisation de la technologie en produit pour en faire un produit de grande consommation. Voilà. D'accord avec cette approche, c'est-à-dire peut-être passer à autre chose? Tout à fait d'accord. D'ailleurs, on le voit très clairement dans les appels d'offres de la Commission européenne vis-à-vis de H2020 qui sont sortis cette année. Donc on est vraiment orienté déploiement plutôt que R&D amont, comme ça a pu être le cas avec les programmes FP7. Donc on sent vraiment ce changement dans les appels d'offres européens. Madame Spitalier, ERDF. Oui, donc ce que fait ERDF, c'est aussi analyser ce qui a été produit dans toutes les expérimentations que d'ailleurs on a quelqu'un, je ne sais plus qui, a montré l'ensemble de nos pilotes. Donc on regarde tout ce qui a été produit et on est en train d'analyser ce qui, à partir de ça, peut être déployable sur le réseau. Donc nous aussi, on essaye de voir comment on industrialise réellement et donc ça veut dire généraliser des solutions qui aujourd'hui ont été explorées dans des petites mailles et retenir celles qui semblent la plus adaptée pour être généralisées. Philippe Gloussac, sur cette question. Il y a beaucoup d'investissements qui se font et je vois un souci que ces investissements sont assez fragmentés. Pour l'instant, on manque encore des standards, des standardisations par rapport notamment à traitement des données énergétiques, maisons intelligentes, toutes sortes d'infrastructures. Ce qui veut dire que pour arriver à une économie d'échelle à terme, il y a encore tout un effort à faire qui va consister à remettre maintenant toute l'industrie au niveau suite à des standardisations pour que tous ces systèmes puissent véritablement communiquer entre eux. En tout cas, c'est la solution qui permettra un déploiement à succès des smart grids. Merci. Alors sur cette question, autre point donc de la gouvernance, notamment sur la gestion des données, Monsieur de Beaufort, je crois que vous êtes assez actif sur cette question-là au niveau d'Alstom Grid. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot et nous dire peut-être ce que vous appelez de vos voeux? Alors, effectivement, alors c'est peut-être aussi parce que je suis directeur marketing, donc on s'intéresse au marché. Et alors pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lafaille, qui nous a cité d'ailleurs sur ce point de vue-là, sur l'idée du business model, on a bien compris que dans ce monde de demain qui va être extrêmement interconnecté, déjà un acteur seul ne pourra pas tout faire. Et donc, nous, en tant que fournisseurs de technologie, on comprend aujourd'hui qu'il faut qu'on change un petit peu notre façon de penser, d'innover. Il faut arrêter de regarder effectivement son propre business model, c'est ce que vous disiez, pour s'intéresser au business model du marché. Et il faut l'aider, il faut aider ce marché, il faut aider ce business model à se créer, parce qu'en faisant ça, on crée le marché, on participe à la création du marché et on comprend mieux en retour ce que va être son propre business model. Or, le business model aujourd'hui du territoire intelligent, effectivement, il n'est pas encore complètement clair. Et c'est pour ça que chez Alstom Grid, on travaille beaucoup avec les territoires, avec les régions, les départements, les villes, les métropoles, pour essayer de définir avec eux leur stratégie en matière de territoire intelligent et de données énergétiques, pour les aider à structurer finalement
la gouvernance. C'est-à-dire qui est-ce qui va opérer quoi, quel va être le rôle, est-ce que je crée une entreprise, est-ce que je donne ça à un département énergie existant, quel est le rôle de l'entité numérique qui porte le numérique local. Donc Numérica demain peut avoir un rôle extrêmement important dans le cadre de ces développements des territoires intelligents. Et donc c'est intéressant de discuter avec ces acteurs-là pour confronter à la fois l'innovation que nous on peut apporter et eux la vision qu'ils ont de leur propre rôle, de trouver finalement un consensus et de créer finalement des nouveaux services, des nouveaux modèles, tout en sachant, ça permet de savoir qui sera le client demain et qui sera l'opérateur, qui sera le fournisseur de technologie. Parce que souvent aujourd'hui, quand vous regardez bien les présentations, c'est pas toujours très clair. Est-ce qu'on est les rôles de chacun et c'est vraiment ce travail de clarification des rôles qui est extrêmement important. Et donc, si on doit appeler quelque chose de ses voeux, c'est asseyons-nous autour d'une table, territoire par territoire, et essayons de voir ensemble qui fait quoi, et quelle est la stratégie énergétique du territoire, et quels sont les outils dont on veut se doter pour arriver à remplir nos objectifs de transition énergétique. Mais qui pourrait servir de catalyseur, en tout cas d'aiguillon. Le politique est un aiguillon extrêmement important. Donc la volonté politique est déterminante dans ces aspects-là. Et ensuite, il y a plusieurs entités effectivement qui sont souvent préexistantes au sein des territoires et qui sont très importantes, qui sont les sociétés d'économie mixte énergie. Donc on va émerger beaucoup de SEM énergie. Je le disais, les SEM numériques sont également des acteurs extrêmement importants, on le pense demain dans ces mécanismes-là. Et donc ils ont un rôle aussi de structuration du capital de ces futures entreprises. Et ça a été déjà évoqué ce matin, et je pense que cet après-midi vous aurez beaucoup de discussions à ce sujet-là. Je l'espère. D'autres réactions là sur cet aspect-là? Non, ou tout a été dit à peu près? D'accord. Alors ce que je propose, c'est peut-être d'élargir le cercle et de vous intégrer à notre petite conversation pour savoir si, d'abord on n'a pas tout dit, mais voilà, on a mis sur la table un certain nombre de sujets sur lesquels on peut revenir à votre convenance. Qui veut poser une première question ou suggérer un premier message? On a assez peu de temps, donc il faut peut profiter de cet espace entre guillemets, de liberté. Je crois que je suis obligé de ponctionner un micro à la table pour vous le donner. N'hésitez pas à dire, si vous le souhaitez, bonjour, qui vous êtes pour que cela éclaire votre propos. Bonjour, Christophe Delay de la ville de Besançon. Je travaille sur la mise en place de la Smart City de la ville de Besançon. J'aurais aimé avoir un retour sur l'expérimentation de Lyon. Parce que figurez-vous que j'ai interrogé à plusieurs reprises divers interlocuteurs sur le sujet et que je n'arrive pas à savoir, du point de vue du consommateur, comment se traduit cette expérience de déploiement des 200 000 compteurs Linky à Lyon. Qu'est-ce que concrètement ça a apporté aux consommateurs en termes de consommation, hein. C'est-à-dire quand vous dites que vous n'arrivez pas à avoir l'information, ça veut dire quoi? Non, je sais à peu près ce qu'on va me dire, bon. mais je voudrais avoir un chiffre. Je ne sais pas quelle est la réduction de consommation qu'a apporté le système Linky sur les consommateurs à Lyon. D'accord. Alors on va consacrer une table ronde cet après-midi justement à ce type de questions, mais on peut évidemment apporter un premier élément de réponse. Madame Spitali. Je ne vais pas dire de chiffres. Parce que, mais il sait déjà ce que vous allez dire, donc mais pas de chiffres. Mais on a pu faire des expériences, par exemple, avec des sites justement pour que les utilisateurs puissent comparer leur consommation. C'est ce que je disais à l'instant. Donc, en prenant par exemple 1000 compteurs et en donnant un site et de l'information complémentaire. Et le retour qu'on a, c'est qu'il y a eu d'abord une possibilité de meilleure maîtrise de l'énergie et une satisfaction de mieux comprendre ce qui se passait et une volonté d'agir sur sa propre consommation. Donc ça a été clairement un retour de toutes ces offres. Alors ensuite, on est encore un peu limité aujourd'hui, je crois, mais je ne suis pas une spécialiste de ce sujet en tout cas, mais on a les compteurs qui sont déployés, mais les offres sont encore limitées. Il faut que les offres fournisseurs se développent pour que les usages évoluent et que l'action des consommateurs soit différente. Aujourd'hui, on est encore...
dans un monde apprenant, sans les offres qui soient encore complètement mises en place, etc. Donc là aussi, je vais faire juste une incidence sur les données. On pense qu'il faut donner énormément de données à tout le monde, mais on a vu aussi qu'en fait, il faut donner les bonnes informations agrégées, exploitables, et que ce n'est pas juste l'abondance des données qui va aider à moins consommer. Donc tout ce monde, il est apprenant entre différents acteurs, et c'est seulement ensuite qu'on verra les effets de manière un peu plus claire, je crois. Donc il y a un manque de visibilité à ce stade, on va dire. Monsieur de Beaufort. Alors, moi, j'ai un point de vue neutre, parce qu'on n'est pas fabricant de compteurs chez Alstom, ni opérateur de compteurs. Mais on voit les compteurs intelligents comme étant une formidable brique, première brique du monde du smart grid et du monde de demain. Donc en fait, c'est comme si on avait mis en place une infrastructure à une autoroute, et puis on se demande à quoi ça sert alors qu'il n'y a pas encore les voitures. Mais quand vous allez avoir les voitures, ça va être formidable. C'est-à-dire que réduire la consommation d'un client, c'est un métier. Ça s'appelle l'efficacité énergétique. Pour faire bien de l'efficacité énergétique, si vous n'avez pas les informations du compteur, ça va être très compliqué. Et Linky apporte à la fois la première brique en matière d'accès aux données. Et donc l'accès aux données va être capital. Et là, c'est vraiment un enabler, un facilitateur pour les 20 prochaines années. Et ça va permettre vraiment de construire les services énergétiques de demain. Donc on en a besoin, et on a besoin en plus de cette généralisation qui finalement donne un accès à la donnée, mais un accès standardisé à la donnée. Et donc on va pouvoir voir arriver des services qui sauront où aller chercher la donnée et qui seront donc moins chers à mettre en place. Donc c'est vraiment important, mais effectivement c'est pas suffisant pour faire l'ensemble des promesses du smart grid pour les consommateurs. Mais sans ça, on aura du mal à le faire proprement, parce que les services ne seront pas connectés à la valeur de facture. Est-ce que quelqu'un veut contribuer aussi à la réponse, qui sera donc collégiale ? Non, je suis complètement en phase avec ce que disait Rodolphe. Donc le Linky, pour nous, c'est vraiment une brique de smart grid. On s'en sert dans la partie aval compteur, notamment pour tester des offres innovantes de tarification dynamique. On s'en servira pour le contrôle du réalisé en cas d'effacement, mais pas que. C'est aussi on l'utilise comme instrument de mesure pour réduire les pertes sur le réseau électrique, en combinant les données qui sont fournies par Linky avec des données de mesure qui sont opérées au niveau du poste de distribution. Et en comparant les deux, on arrive à localiser et donner des préconisations pour réduire les pertes sur le réseau électrique qui sont non négligeables. Oui, alors, Monsieur Lafaille, précisez, merci. Merci de me donner la parole. Je rappelle que le projet Linky a été lancé, pas le projet Linky, le projet de compteur évolué, parce qu'il n'y a pas que Linky, a été lancé en 2006. Lorsqu'on a lancé le projet de compteur évolué, c'était pas pour faire de la MDE. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de la MDE à Linky. Il n'est pas fait pour ça. Je rappelle qu'on vient de... Le départ, ce sont les directives de 96 où on nous impose l'ouverture des marchés. Comment, aujourd'hui, on peut ouvrir le marché ? Le marché n'est pas ouvert. On s'est dit, il ne faut pas que le compteur soit un élément qui va bloquer l'ouverture des marchés. Aujourd'hui, vous avez un compteur qui dépend de votre tarification, de votre offre, de votre fournisseur. Moi, personnellement, j'ai un compteur à 2 tarifs. Un tarif heure creuse, un tarif heure pleine. Je veux aller voir un fournisseur demain qui me propose une offre un peu exotique, par exemple Liberté Week-end. Moi, je suis chez moi surtout le week-end, donc je consomme surtout le week-end. Pourquoi je n'aurais pas des heures creuses le week-end ? Je sais très bien que l'énergie ne coûte pas cher le week-end. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce que le compteur ne me le permet pas. Donc le compteur est un frein à la liberté de choisir un fournisseur autre que mon fournisseur historique, que j'adore par ailleurs. Donc le compteur ne doit pas être un frein. Voilà pourquoi on a développé ce projet. Après que le compteur, demain, il peut permettre de faire de la MDE, il le fera. Mais dans le modèle d'affaires qui a été mis en place, la MDE, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas ça. Ça sera en plus. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup des fournisseurs, demain, des nouvelles solutions qui pourront être développées. Mais il ne faut pas imaginer que Linky, seul, va faire de la MDE. Ce n'est pas l'objectif de Linky. Linky est un compteur qui doit permettre l'ouverture des marchés. Merci pour cette précision. On a fait le tour. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs à Besançon, puisque vous représentez... non ? Vous voulez pas... Rien sur le sujet. Très bien. Vous voulez bien poser des questions, mais pas y répondre. D'accord. Parfait. Alors, d'autres
questionnements ou réactions. Monsieur. Oui, Michel Fournier de la région Franche-Comté. On est très franco-français dans le débat. J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe dans des pays qui sont un peu plus en avance que nous, notamment l'Allemagne, qui a quand même beaucoup développé son réseau d'énergie renouvelable. Et comment ils travaillent sur ces sujets, comment ça se passe, quels sont les effets, quelles sont les économies. Voilà, j'aimerais que les témoins là, nous donnent des informations. Est-ce que quelqu'un a des réponses sur cette question, savoir ce qui se passe outre-Rhin, à la tribune? Vous avez des éléments de réponse ou pas? Monsieur Ville? Allez, on essaye. Peut-être qu'il y a la réponse dans la salle. Sur quelle partie? Parce que le réseau électrique intelligent, on a vu qu'il y avait pas mal de choses. Sur quelle partie concrètement? C'est un peu global, si j'ai bien compris. Oui, globalement, il y a des compteurs intelligents partout, il y a des services sur ces compteurs, il y a des économies d'énergie. Enfin, quels sont les résultats de l'avance de l'Allemagne dans ces domaines? Bien. Alors, Monsieur Lafaille veut bien s'y coller. Je vais mettre là-bas. Oui, à la lumière. Ça mérite bien la lumière. Merci. Je prends votre place. Non. Alors, en matière de comptage, faisons pas le parallèle avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne, aujourd'hui, n'a pas pris la décision de généraliser le compteur évolué. Ils ont imposé le compteur évolué au-delà de 100 kVA de mémoire, je crois. Pour tout utilisateur qui a une puissance souscrite de plus de 100 kVA, le gestionnaire se doit de mettre en place un compteur évolué. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de décision de généralisation du compteur évolué. Par contre, il y a un pays qu'on a regardé, qu'on a étudié, que RDF a étudié, c'est l'Italie. Je rappelle que l'Italie a lancé en 2000 une généralisation de compteurs évolués. Aujourd'hui, ils ont plus de 25 millions de compteurs évolués. Donc c'est très intéressant de regarder ce que font l'Italie. Alors c'est vrai que c'est un compteur, je dirais, il n'y a pas d'Italien dans la salle, très peu évolué. Je parlais de l'ouverture des marchés. Demain, je veux changer ma grille tarifaire. Je suis obligé d'envoyer le gestionnaire réseau sur place pour modifier la grille tarifaire. Vous voyez, ça, c'était un retour d'expérience. On s'est dit, si demain, un fournisseur veut changer la grille tarifaire, il ne faut pas que je demande à mon gestionnaire de réseau de se déplacer. Donc voilà le retour d'expérience qu'on a pu capter de nos amis italiens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on en parle avec le régulateur, l'autorita en Italie, ils nous disent, il faudrait refaire le projet, on le ferait différemment. Bon, ça c'est pour le comptage. En matière de smart grid, c'est vrai que tous les pays européens regardent beaucoup ce qui se passe en France. Nous, quand on échange avec nos amis régulateurs, je ne vais pas dire parce qu'on a fait un super site internet sur les smart grid, mais ils se disent mais c'est génial ce que vous avez fait, mettre en valeur ces démonstrateurs, ces solutions technologiques, ces nouveaux services, etc. Il y a d'ailleurs des régulateurs qui commencent à nous copier. Donc très bien. Si on regarde ce que font les régulateurs, c'est vrai qu'ils sont surtout sur tout ce qui est aspect communication. Ils ont vu une importance de mettre des systèmes de communication en place très rapidement et ils ont axé aujourd'hui leur développement sur la communication. Sur l'Allemagne, c'est vrai que l'Allemagne a énormément développé la production éolienne et photovoltaïque. Sauf que la production éolienne, c'est surtout raccordé sur le réseau de transport. Et je rappelle qu'en Allemagne, les réseaux de transport, c'était des grosses autoroutes. Et raccorder de la production sur le réseau de transport, même intermittente, ça ne posait aucun problème. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème, surtout quand on a des grosses interconnexions avec la France, où lorsqu'il y a des surplus, on est capable d'envoyer cette énergie en trop vers la France. Donc merci à la France. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il continue ce développement important d'énergie renouvelable et il commence à avoir des contraintes sur le réseau. Ils font ce que font les gestionnaires de réseau en distribution un petit peu moins, mais surtout en transport. Vous savez qu'aujourd'hui, le gestionnaire de réseau a la possibilité de limiter l'injection, de demander à couper le producteur s'il y a des contraintes. C'est ce qu'on commence à faire l'Allemagne. On annonce partout que la production intermittente est prioritaire, c'est vrai, sauf si ça apporte des contraintes au réseau, où là, le gestionnaire de réseau est en droit de couper cette production. Alors c'est vrai que nos amis allemands réfléchissent aussi à d'autres solutions qui sont le stockage. Ils regardent également sur le stockage. Alors on parlait d'hydrogène, par exemple, l'apport de l'hydrogène en parallèle, du moins en lien avec la production éolienne. Donc ils étudient toutes ces solutions. Alors contrairement peut-être à la France, nous, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démonstrateurs, je ne dirais pas qu'ils sont portés, mais où on retrouve les gestionnaires de réseau. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Les démonstrateurs, c'est plutôt les industriels
comme Siemens, Alstom, ABB qui est présent, où ils vont développer des démonstrateurs, bien entendu, en utilisant les réseaux, donc en allant voir les gestionnaires de réseau, mais les gestionnaires de réseau ne sont pas présents. Donc ça veut dire que toute la partie investissement, coût de l'investissement démonstrateur, c'est porté par les industriels. En France, on voit qu'une grosse partie des investissements viennent du tarif d'utilisation, donc des distributeurs et des transporteurs. Bien. Merci beaucoup. Satisfait de cette réponse, car la question était ambitieuse, mais merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vous donne... vous voulez compléter là-dessus? Alors, très bien, c'est parfait. On va glaner petit à petit l'information. Merci, monsieur Werner. Allez-y. Moi, je suis directeur d'un projet de Smart Grid, donc je mesure un petit peu les sollicitations que je peux avoir de l'international à venir voir ce qu'on fait en France. Et là-dessus, je voulais faire 2 commentaires. Le premier, c'est qu'on a pas mal d'échanges avec les Japonais qui, dans le cadre du post-Fukushima, ont essayé d'accélérer les trajectoires, notamment sur le demand response. Ils sont sur une feuille de route de déploiement des compteurs entre 2014 et 2024. Donc on n'a pas à rougir des inerties ou du temps que nous prenons pour mettre en œuvre une infrastructure qui est finalement assez industrielle. Et puis deuxième commentaire, c'est qu'on a travaillé aussi avec les Nord-Américains, Canadiens, et on en parlait ce matin, et Américains, qui considèrent que, comme c'était dit par Philippe, qu'on a une capacité d'intégration qui est assez inédite, qu'eux n'ont pas. Donc ils sont très pointus sur des innovations techno, sur certaines briques. Après, le sujet, il devient vraiment systémique. C'est ce que Joël de Ronet appelle des systèmes innovants. Et la capacité d'intégration, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, sur lequel la France, y compris avec sa régulation, parce que c'est un élément qui est important, donc l'organisation, tout le fonctionnement de tous les rôles sur le marché, a des atouts qui sont remarqués à l'étranger. Merci beaucoup. Pas qu'on rougisse. Qui souhaite prendre la parole aussi? Monsieur? Allez, je vous amène le micro. On reste bien sur notre thème, c'est-à-dire on reste sur l'état de l'art et l'état des lieux, s'il vous plaît. Merci. Non, j'ai juste une remarque par rapport à ce thème qui a été engagé. Je pense que les prix de l'électricité, tout simplement, sont évidemment un paramètre majeur. Et puis que, par exemple, de par le fait qu'on a un des prix d'électricité les moins chers en Europe, je crois que c'est le plus bas ou un des plus bas. Bien évidemment, il y a des mécanismes qui se mettent en place. En Allemagne, par exemple, le fait que l'électricité est beaucoup plus chère, ça a notamment favorisé des mécanismes comme, par exemple, l'autoconsommation. Puisque aujourd'hui, il commence à être rentable, ça commence à être moins cher, entre guillemets, de se doter de batteries ou du moins de PV pour consommer localement par rapport à au prix de l'électricité, tout simplement. Donc il faudrait que le prix de l'électricité soit plus cher en majeur France pour booster l'écosystème. C'est pour ça que je dis simplement, c'est un paramètre majeur. C'est très très important, cette notion de prix de l'électricité dans toute la concrétisation de ces business models, etc. Et puis, ça, c'est une caractéristique majeure de la France. C'est évidemment lié au nucléaire. Donc au-delà de tout débat idéologique ou les sensibilités ou quoi que ce soit, c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'électricité une des moins chères d'Europe. Voilà. Rodolphe de Beaufort. Donc sur cet aspect de benchmark international, je pense que sur l'Allemagne, vous mentionniez l'Allemagne, nous ce qu'on voit c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur une vision il y a quelques années de changer leur mix de production énergétique. Donc ils ont tout mis là-dessus, quasiment. Et donc ils sont partis à fond. Et donc c'est bien parce que ça génère plein de choses. Par contre, ils n'ont pas forcément embarqué la totalité Ils ont changé l'amont sans forcément réfléchir aux impacts que ça allait pouvoir avoir. Et on voit effectivement aujourd'hui qu'ils commencent à avoir un certain nombre de problèmes. Et la façon finalement de résoudre ces problèmes-là à ISO-régulation quasiment, c'est effectivement de travailler sur l'autoconsommation. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous êtes chez vous, c'est l'endroit où il n'y a pas de réglementation. Donc c'est là où on peut commencer à faire des choses. Et nous, Alstom, ce qu'on constate, c'est que le réseau a vraiment de la valeur. Et quand vous avez du développement finalement de solutions finalement d'autoconsommation, d'autostockage ou d'autonomie, c'est qu'il y a un problème au niveau de la réglementation du réseau. Parce que normalement, un système de stockage, il a plus de valeur quand il est mutualisé que si vous l'avez chez vous uniquement pour vous. Et donc s'il n'y a pas cette capacité de mutualisation, ça veut dire que les règles ne vous permettent pas de le faire, ça veut dire qu'il y a un optimum économique qui n'est pas atteint.
Donc ça, c'est un premier point pour répondre à l'aspect allemand. Donc les Allemands sont en avance sur certains points, ont encore du chemin à faire sur d'autres, et c'est vrai que parfois ils viennent nous voir, on va les voir. C'est intéressant, chacun avance à sa vitesse. Et sinon sur le benchmark Asie, Europe, États-Unis, nous on est très présents sur l'ensemble de ces zones-là. Ce qu'on voit, c'est que l'Asie se réveille. L'Asie se réveille, et aujourd'hui les programmes extrêmement intéressants qu'on peut faire, c'est Hong Kong, c'est Singapour, c'est le Japon. Et quand on parle justement de territoire intelligent, de politique, de rôle du territoire, les Japonais sont vraiment en train d'avancer très très vite. Et donc c'est extrêmement intéressant de regarder ce qui se passe au Japon pour coller à l'innovation mondiale. C'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Parfait. Autre monsieur ? Non ? Vous avez le micro, alors allez-y. Profitez. Juste une dernière remarque, si je peux me permettre. Mon nom est Monsieur Marcel, je suis consultant, et puis j'ai passé à peu près 8 à 9 ans chez Vestas, qui est fabricant d'éoliennes. Donc j'étais à la R&D au Danemark, et mon travail, en l'occurrence, c'était de créer le cahier des charges techniques des machines. Donc j'analysais, entre guillemets, toutes les exigences de raccordement électrique du monde. Et je me permets d'indiquer ça parce que pour aller un petit peu au-delà de la notion de smart, parce qu'on a toujours tendance à voir l'avenir ou à penser communication, etc. Pour revenir à des choses très très essentielles, comme par exemple les exigences techniques, je peux vous dire, de par ma propre expérience, qu'il y avait énormément de différences d'exploitation des possibilités, des performances des technologies actuelles, même passées, de par les pays. Donc il y a énormément, je dirais, de domaines d'optimisation, d'exploitation, de performances actuelles, des sources bien standards, par exemple, suivant les pays. Il y avait je dirais, des différences majeures entre les pays par rapport à, par exemple, l'exploitation de la capacité en puissance réactive, de ces sources d'énergie, la capacité à contrôler, en quelle vitesse, quelle dynamique. On avait, je dirais, une hétérogénéité majeure. Donc ce que je souhaite dire entre parenthèses, c'est vraiment qu'il y a énormément de choses à faire pour des choses très très concrètes, et on a toujours tendance à regarder un petit peu à l'avenir. Trop loin, vous voulez dire ? Non, mais on parle toujours de communication, par exemple, ou bien on a toujours une tendance à se projeter dans l'avenir, mais il y a énormément de choses dans l'univers classique de l'électrotechnique, qui a 100 ans d'évolution, et des choses merveilleuses qui ont été faites. Je dirais sur ces domaines bien concrets, bien simples, il y a énormément de choses à faire. Voilà. Parfait. On s'arrête là pour le moment. On n'a pas tout dit, évidemment, mais je crois qu'on a déjà pas mal exploré de thèmes. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer une petite conclusion ou pas ? C'était pas spécialement prévu, mais voilà, on pourrait peut-être rester sur quelle idée pour aller déjeuner. Ah oui, mais il y a des cols parfois. Hein. Il y a un petit exercice de style à faire. Sur l'état de l'art, si on doit. Voilà, sur l'état de l'art. Sur l'état de l'art, effectivement, et ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on arrive à une fin de cycle en matière de R&D. Les boosters sont là. Il faut trouver le moyen de les allumer. Et donc on compte sur vous pour trouver des solutions cet après-midi. Et ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. Merci, Monsieur Witt. Sur l'état de l'art, je voulais simplement ajouter qu'au départ, par rapport aux promesses qu'on avait faites dans ces projets pilotes, on trouvait ça extrêmement ambitieux d'un point de vue technologique, et puis finalement on a fait tout ce qu'on avait dit. Et finalement l'aspect technologique, on arrive d'une manière ou d'une autre toujours à le résoudre, de par les compétences des différentes personnes et des profils divers qui sont embarqués dans le smart grid. Que ce soit la partie hardware, software, électronique, etc. Et donc ça, c'est c'est un rapport d'étonnement par rapport à ce qu'on a pu réaliser dans les projets. Après, on sent quand même qu'on est sur une tendance de fond, et donc d'une manière ou d'une autre, ces innovations, elles vont arriver, Donc on est dans le sens de l'histoire. On est dans le sens de l'histoire. Peut-être que ce ne sera pas exactement tel qu'on l'avait imaginé, en tout cas dans le cadre des projets pilotes. Mais enfin, il y aura des choses, c'est sûr. Monsieur Gluzac ? Ajouter que l'essence de l'histoire aujourd'hui, peut-être, c'est les objets connectés. Et on peut considérer que ce que nous faisons aujourd'hui dans les smart grids, c'est juste une première étape vers ce nouveau monde connecté, des big data, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace. Et donc il y a encore beaucoup de choses intéressantes à venir.
Et Madame Spitalier, alors voilà, qui va céder à ce petit morceau de bravoure. On est à une phase où on peut commencer à observer comment marchent les systèmes et ces nouveaux systèmes intelligents. Donc, par exemple, pour trouver les équilibres, on voit que localement, par exemple, sur des expérimentations comme Nice Grid, on peut avoir intérêt localement à demander un effacement. Par contre, pour le réseau de distribution, ça peut être une autre contrainte. Et puis pour le réseau de transport, une troisième. Et pour le fournisseur d'électricité, une quatrième. Donc, il faut aussi que l'on puisse continuer à mettre de l'intelligence dans ces systèmes pour voir finalement où mettre les règles et comment adapter, et puis bien sûr clarifier les organisations et l'exploitation de tous ces potentiels. Mais on est résolument tourné vers toutes ces technologies de pointe maintenant dans ERDF. Merci à vous quatre et au secours aussi de Monsieur Lafaille pour cette table ronde. Voilà, vous avez donné le ton à cette journée. On va poursuivre cet après-midi après donc la pause déjeuner. Merci à vous, à tout à l'heure. On reprend à 14h pile. Merci.